De la libération de Paris, ce sont les images que nous connaissons le mieux. Celles que l'histoire a retenues. Le 26 août 1944, une foule en liesse acclame le général de Gaulle sur les Champs-Élysées. De part et d'autre de l'avenue, et même sur les toits, les Parisiens se bousculent. Il y a des pères de famille venus avec leurs enfants, des grands-mères et tout le long du défilé au premier rang, des jeunes femmes survoltées. Pratiquement 2 millions de personnes sont dans la rue ce jour-là. C'était une liesse absolument ahurissante. On sautait au cou de tous les soldats. C'était le défoulement, hein. Vous savez, toutes ces femmes qui grimpent sur les blindés, qui embrassent ces gens-là à bouche que tue. Il n'y avait plus beaucoup de place pour les manœuvreux civils que nous étions. Je me souviens d'avoir vu passer des chars qui nous jetaient des chocolats, des tas de trucs. On était contents. C'était la fiesta. Paris s'aimait. Paris était amoureux lui-même. Mais au-delà des souvenirs personnels et de ces images d'euphorie, c'est autre chose qui se joue. Les Parisiens ne sont pas seulement venus célébrer les soldats libérateurs et la fin de l'occupation. On venge une humiliation, on oublie, on efface d'une certaine manière 4 années de difficultés, d'accommodement, de collaboration. C'est un peuple qui se reconquiert, qui reconquiert sa fierté. Car à la différence de beaucoup de Français, les Parisiens n'ont pas attendu l'arrivée des Alliés les bras croisés. Pendant une semaine entière, du 19 au 25 août, ils se sont battus contre les Allemands. Les gens ont participé à cet événement. Ce n'était pas imposé ou donné de l'extérieur, c'était arraché. Il y a eu des barricades, et il y a eu des centaines et des centaines de morts qui ont donné leur sang pour cet événement. Dans une déclaration devenue mythique, le général de Gaulle est le premier à rendre hommage au peuple de Paris. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple. Ces images ont une portée immense. Elles symbolisent bien plus que la libération d'une ville. Grâce à elles, la France reprend sa place parmi les Alliés et passe ainsi dans le camp des vainqueurs. Un miracle historique qui n'aurait pas été possible sans le soulèvement des Parisiens. Le coup de poker risqué et complètement fou de milliers d'inconnus. Parmi eux, Madeleine Riffaut, Jean Thieblemont, Louis Vanini et d'autres encore. Ils avaient le choix. Attendre l'arrivée des Alliés ou prendre les armes, ils ont décidé d'agir. Voici les destins incroyables de 8 Parisiens, marqués à jamais par cette folle semaine. Des anonymes qui, au péril de leur vie, ont fait le pari insensé de se soulever contre des soldats allemands plus armés et beaucoup mieux entraînés. Je voulais, moi aussi, faire quelque chose. Vous savez, quand on a 18 ans et que ça remue, on a envie d'y intégrer. J'avais 14 ans. Hein. On est héros à 14 ans, il n'y a pas de problème. Hein. Je ne ferai plus maintenant. Il y a eu des moments très difficiles où on ne savait pas comment ça allait tourner. Pour avoir peur, j'ai eu peur, oui. Il y avait un risque. Bon, vous êtes pris. Bon, je l'ai pris, mais c'est tout. Ils ont participé au combat, filmé l'insurrection ou secouru des blessés. Certains l'ont payé très cher.
En se levant, il a pris une rafale de mitraillette, 2 balles dans la gorge, qui lui ont sectionné la carotide. Pour leur liberté, des Parisiens sont morts, d'autres sont allés jusqu'à tuer. J'ai vu un militaire allemand en uniforme et là, je l'ai abattu. Pendant cette semaine chaotique, il y a ceux aussi dont la vie a soudain basculé dans le cauchemar. Nous attendions l'arrivée des Alliés et pour finir, c'est mon père qui est emmené. À travers les histoires de ces 8 Parisiens au cœur de la révolte, se dessine l'une des pages les plus brûlantes de l'histoire de la capitale. On a eu beaucoup de chance quand même, on a eu une chance inouïe. Il y a des villes qui ont été détruites en voulant se libérer. Varsovie a été rasée de A à Z. Comprendre l'insurrection parisienne du mois d'août, c'est d'abord plonger dans le Paris de l'époque et imaginer ce que peut être alors la vie de ses habitants. À l'été 1944, cela fait 4 ans que la capitale est occupée. Partout dans les rues, des panneaux en allemand et des croix gammées. Les soldats de la Wehrmacht sont ici comme chez eux. Ils ont leur propre salle de cinéma interdite aux Français, leur cantine. Et pour se changer les idées, les spectacles coquins des cabarets, qui ne désemplissent pas. Pour les Parisiens, en revanche, qui ont longtemps accepté la présence allemande sans sourciller, l'occupation devient de plus en plus pesante. Tous n'ont qu'un seul souci, se nourrir. On manquait de tout. Et si on n'avait pas de la famille en province qui vous envoie des colis, on crevait de faim. Moi, je devenais maigre, j'avais pas assez à manger. Il y avait des queues à la boulangerie. Il y avait des tickets pour du pain. On vous découpait 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes, et puis voilà. Moi, j'étais adolescent. Et quand on est adolescent, on mangerait comme... c'est pas possible. Et là, on n'avait rien à manger. On avait 60 grammes de viande par semaine. C'est pas gros, vous savez. On essayait de resquiller quelques patates par-ci par-là, mais enfin, c'était l'aspect le plus dur. Si les Français ont faim, et si les soupes populaires attirent de plus en plus de monde, c'est que la plus grosse partie de la nourriture part en Allemagne. Par wagons entiers. Les pommes de terre et la viande en priorité. Les Allemands, depuis le premier jour de l'occupation et de l'armistice, pillent l'essentiel de l'économie française. Alors, ça va de la production agricole, du foin, du blé, de la farine, etc. La France doit représenter quelque chose comme 33% des fournitures alimentaires de l'Allemagne, 25% des produits industriels. Tout est précieux pour l'industrie de guerre allemande. Imaginez le cuivre, le fer, le zinc, etc. Plus la guerre avance, plus l'Allemagne se serre. À l'été 44, les Parisiens manquent de tout. Il n'y avait pas de charbon, le gaz était coupé, l'électricité, surtout en 1944, on en avait 2 heures ou 3 heures par jour. Même l'eau commence à manquer, parce que sans l'électricité, pour faire monter l'eau par les pompes, à un certain moment, on a eu l'eau que pendant 30 minutes par jour. Donc les conditions au début du mois d'août deviennent vraiment épouvantables pour la plupart des gens. Dans les stations-service, impossible de trouver de l'essence. Alors pour rouler en voiture, c'est le système D. Comme on n'a pas d'essence, on faisait fonctionner les automobiles avec du gaz qui était produit, plus de l'air, qui était produit dans une espèce de réservoir, de chaudière, si vous voulez, soit que la voiture traînait derrière elle, une remorque, soit qu'on mettait sur le toit. Et alors on faisait avec du charbon, ce qui suppose qu'avant de prendre sa voiture, il fallait quand même la chauffer pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure. À défaut de moteur bricolé, il y a le vélo, la voiture à pédales ou même la voiture à cheval.
La débrouille est un mode de vie. Comme le cuir devient rare par exemple, on marche avec des semelles en bois. Les plus riches, eux, vivent presque normalement, grâce au marché noir. De quoi exaspérer encore plus le reste de la population, la plus grande majorité. Plus la vie est difficile, plus l'occupation devient insoutenable. À l'été 44, la haine des Allemands atteint des sommets. Au début, ils avaient des ordres. D'être sympathiques, être aimables, c'était connu. Les Allemands étaient très gentils au début. Puis petit à petit, ça s'est dégradé. À Paris, ils étaient les maîtres, ils étaient chez eux. Ils pouvaient vous faire descendre du trottoir, ça aurait plaisir. Descendre du trottoir. Sur les Champs-Élysées, par exemple, tous les jours, il y avait le défilé de soldats allemands. Et maman nous disait « tournez la tête ». Je me souviens, c'était une présence qui était de plus en plus oppressante. Quand on passait à rue de Rivoli, qu'on voyait ces drapeaux et tout ça, pour nous, c'était une souffrance. C'était insupportable de voir la France dans cet état-là. Mais on est là, on est impuissant, on subit. Largement pétainistes en 1940, les Français ont changé d'état d'esprit. Même les gendarmes et les policiers, qui ont pourtant été le bras armé du régime de Vichy et qui ont participé aux rafles de juifs, comme celle du Veldiv, supportent de plus en plus mal la situation. Mon papa était garde républicain. Et j'ai vu progresser donc la haine vis-à-vis des Allemands, plus le temps passait, quoi. À cette époque, Jean Thiablemont est un adolescent de 14 ans, plutôt bien placé pour observer l'évolution des forces de l'ordre. Avec ses parents et sa petite sœur, il vit dans une caserne du 8e arrondissement, près des Champs-Élysées. Et tous les soirs, dans les couloirs du bâtiment, c'est la même petite musique qui résonne. C'est donc dans cette caserne que le soir, à 10h, au printemps et on était 44, on entendait tant. C'est le brouillage de Radio Londres. Or, c'était une caserne de garde républicain qui, paraît-il, aurait été vraiment plutôt les suppôts des Allemands qu'autre chose. Hein. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Je me disais, c'est quand même formidable, quand même. Il risque d'avoir des problèmes, quand même. Hein. Écouter Radio Londres est alors formellement interdit. Ces programmes en français diffusés par la BBC encouragent la résistance. 615e jour de la lutte du peuple français pour sa libération. Radio Londres émet depuis septembre 40, mais n'a jamais été aussi écouté. Tout le monde se mettait autour et on écoutait. Les Français parlent aux Français. Voilà, l'émission. On arrivait à entendre parfois quelques bribes, mais c'était horriblement brouillé et ça vous mettait les nerfs en plot. Pour moi, c'était rigolo, quoi. Je sais pas, moi, les éléphants gazouillent sur les fils télégraphiques ou des trucs comme ça, quoi. C'était amusant. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. L'étoile filante repassera. Le chien du jardinier pleure. Il n'y a qu'après que j'ai su ce que c'était réellement, mais bien après, quoi. Nous disons la belle, aussitôt la suite. En plus de ces messages codés pour les résistants, Radio Londres permet surtout aux Parisiens de s'informer sur la guerre. Une guerre dont le cours est en train de basculer. Le 6 juin 1944, les troupes alliées ont débarqué en Normandie. Après des semaines de combats acharnés, elles progressent vers l'Est, avec comme objectif final l'Allemagne. Cette évolution de la guerre met les Parisiens en ébullition et va les encourager dès le début de l'été à prendre de plus en plus de risques. On sentait que le ton montait
Puis on sentait que c'était la fin. À l'époque, Gilbert Larriaga a 18 ans. Il est passionné de cinéma et sait utiliser une caméra belle et OL, comme celle-là. Ça, c'est des retrouvailles. Grâce à ses compétences, il entre dans un groupe de résistants qui fournit des renseignements aux Alliés. Le chef du réseau est tout de suite très clair avec lui. Le colonel Rémy, mon patron, m'a dit « Attention, vous prenez seul le risque. Vous avez voulu entrer dans le club, vous y êtes. » Très vite, le jeune homme doit faire ses preuves. Mon patron m'avait carrément adjoint comme mission de filmer la descente des Champs-Élysées qui avait lieu à 13h30 tous les jours par les soldats de la Wehrmacht pour savoir où ils allaient, qui ils étaient. L'information doit permettre d'identifier les troupes allemandes qui transitent par Paris. Le problème, c'est que le simple fait de filmer des Allemands est considéré comme un crime très grave. À Paris ou ailleurs, c'est assimilé à de l'espionnage, c'est interdit. Enfin, la moindre zone stratégique, le seul fait qu'on voit un soldat, qu'on voit une unité, qu'on voit un bâtiment gardé par les Allemands, ça peut servir évidemment à repérer pour un bombardement, pour etc. Donc le pire, c'est d'être fusillé pour espionnage, bien sûr. Alors, Gilbert Larriaga fait ce qu'il peut pour passer inaperçu. J'avais trouvé comme planque les gros platanes dans la descente des Champs-Élysées. Et moi, j'étais là avec les Parisiens, la caméra belle OL entre les jambes, et j'attendais seulement que les troupes passent à environ 10-15 mètres. Mais il y a un détail qui rend sa mission très périlleuse. La caméra faisait un bruit infernal, on dirait une machine à coudre. Les plans et les prises de vue, inutile de vous dire, étaient très très courtes. Chaque plan durait 5 secondes à peu près. En juger par le bruit que je vous ai fait, vous imaginez un petit peu qu'il fallait faire vite et bien. Faire vite et bien. À l'été 44, c'est le mot d'ordre de tous les résistants. Certains réseaux vont ainsi réussir des actions spectaculaires qui vont marquer l'opinion. Le 2 juillet 1944, tout le gratin de Vichy est à Paris pour les obsèques de Philippe Henriot, ministre de la propagande et éditorialiste de la radio vichiste. L'événement fait alors la une des actualités officielles. Nombreux sont les Parisiens qui ont voulu voir une dernière fois celui qu'ils entendaient chaque jour sans le connaître et qui est mort ici, à son poste, lâchement assassiné sous les yeux de sa femme. Quelques jours plus tôt, le 28 juin, un commando de résistants a réussi à s'introduire au ministère de l'Information, où dort Henriot cette nuit-là, au 10 rue de Solferino, pour l'abattre. Le plan, c'était de l'enlever, de l'amener à Londres et de l'obliger de parler au micro de Londres. Et puis il s'est débattu, il a résisté, alors le commando a tiré. À l'époque, Roger Grenier est un jeune résistant de 24 ans. Il distribue surtout des tracts clandestins. Mais s'il en sait autant sur les détails de l'opération, c'est qu'il connaît bien l'un de ses instigateurs. Il se trouve que j'avais un très proche ami qui était un des dirigeants de MLN, le Mouvement de Libération Nationale. Je le rencontre dans la rue, il me dit « Vous avez vu, là, Philippe Henriot ?» J'ai dit « Oui, c'est des hommes à nous. » Alors, je me disais à moi-même, il aurait mieux fait de se taire parce que si on m'attrape, si on me torture, est-ce que je tiendrai le coup? Roger Grenier est prudent. Mais autour de lui, de plus en plus de résistants s'exposent. Ils veulent déstabiliser l'occupant. Pour ça, il faut frapper fort. Quelquefois même, au grand jour.
Jean Thieblemont, l'adolescent de 14 ans, qui vit dans la caserne du 8e, en est le témoin. Le 19 juillet, après une balade en famille au jardin des Tuileries, il assiste à une scène traumatisante. Ça nous a marqué, ça, même ma sœur qui avait 7 ans à l'époque s'en souvient encore. Hein. Donc on se promenait avec papa, maman, ma sœur et moi, et sur le quai des Tuileries, et on arrive à hauteur du pont de Solferino, on entend 2 coups de feu, on se retourne, mais là je vous en parle, mais je le vois à la scène, on voit un soldat allemand par terre, avec du sang qui coulait de sa tête, et en même temps un cycliste qui partait sur le pont. Pour Jean et ses parents, aucun doute possible. Celui qui vient d'abattre l'Allemand sur le pont de Solferino, sous leurs yeux, est un résistant. Le soir, maman m'a fait prier, non pas pour le soldat allemand, mais pour celui qui avait fait ce geste héroïque. Jean ne le sait pas encore, mais le cycliste pour lequel il prie est en réalité une résistante. Aujourd'hui, cette femme vit toujours. Elle a 90 ans. La seule chose que j'ai concédée, c'est que je ne l'ai pas tué dans le dos. À l'époque, Madeleine Riffaut a 20 ans. Elle est engagée dans la résistance depuis plusieurs mois déjà, mais souhaite depuis longtemps passer à la vitesse supérieure. J'avais déjà posé ma candidature depuis longtemps. J'en avais marre de porter les armes à l'endroit où les garçons devaient faire une opération. J'étais bien capable de la faire moi-même. Bon, je savais tirer, j'avais été à la chasse avec mon père, j'étais parfaitement OK. Quand le mot d'ordre est donné d'intensifier la lutte armée, Madeleine ne se pose pas de questions. Elle saisit la première occasion qui se présente, ce soldat allemand seul sur le pont de Solferino, en plein cœur de Paris. Je me suis donc placée au milieu de la rue, de telle manière qu'il puisse me regarder. Et quand il a senti une présence, il s'est retourné, et là je l'ai abattu de 2 balles dans la tempe. Il est tombé, et moi je suis remontée sur ma bicyclette et je suis partie du côté de la gare d'Orsay. Madeleine pense alors pouvoir s'en sortir. Je pédalais vigoureusement, mais tranquillement, parce que d'autres l'avaient fait et s'en étaient sortis. Mais quand j'ai entendu une voiture à essence derrière moi, j'ai compris que c'était la mort. Parce qu'il n'y avait pas d'essence. Seul avait de l'essence la Gestapo et la milice. La résistante a vu juste. Dans la voiture, c'est un milicien. Elle est arrêtée et emmenée rue des Saussets, dans le 8e arrondissement, dans l'un des bâtiments de la Gestapo. C'était la maison des morts. On y entrait, mais on ne savait pas si on sortait. Hein. Derrière ces murs, Madeleine Riffaut est persuadée de mourir, mais elle ne regrette pas son geste. À ses yeux, elle n'a fait que répondre aux consignes des mouvements résistants qui veulent pousser les Parisiens aux actes. Un mot d'ordre qui est pourtant loin de faire l'unanimité. Grosso modo, on peut dire qu'il y en a qui sont favorables à l'action, qui veulent en découdre. Et puis, l'autre côté, il y en a ceux qui craignent les représailles allemands, qui pensent qu'il faut attendre. À Paris, le communiste Roll Tanguy, le chef des FFI, la résistance intérieure, veut multiplier les opérations coup de poing pour encourager la révolte. Mais à Londres, le général de Gaulle est d'un tout autre avis. Pour lui,
un soulèvement prématuré risque d'être réprimé dans le sang. Et en cas de succès, il donnerait trop de pouvoir aux communistes. De Gaulle préfère une insurrection de très courte durée, juste avant l'arrivée des Alliés. Le seul problème, et il est de taille, c'est que la capitale n'est absolument pas la priorité de l'état-major allié. Pour les Américains, il n'est pas question d'entreprendre à Paris ce qui est en train de se passer et qui tourne au drame à Varsovie depuis le 1er août. C'est-à-dire des combats de rue, des pertes énormes, civiles et militaires. En fait, le plan des Américains est tout simple, hein, c'est de contourner Paris par le sud et par le nord. Les Alliés pensent que, en contournant Paris, les Allemands l'abandonneront. Hein. Et ce n'est pas tout. Si les Alliés veulent contourner la capitale, c'est parce qu'ils pensent aussi que la libération de Paris peut les ralentir. Le grand problème pour les Alliés, s'ils voulaient aller vite vers l'Allemagne, chaque bout de nourriture qu'ils mettaient dans la bouche des Parisiens était moins d'essence, moins de matériel pour aller vers l'Est. Donc ce n'était pas seulement que ce n'était pas important militairement, mais en fait, ça allait ralentir l'avance vers l'Est. Mais ce que les Alliés n'ont pas prévu, et qui va les obliger à revoir leur plan, c'est la fièvre qui s'est emparée du peuple de Paris et qui va échapper à tout contrôle. Au début du mois d'août 1944, malgré l'avance des Alliés, Hitler est loin d'avoir renoncé à la capitale. Le 7, il y nomme même un nouveau gouverneur militaire, le général von Choltitz, un homme réputé pour sa loyauté envers le Führer. Face à la résistance, la répression des Allemands ne faiblit pas. Ils se sentaient un petit peu poussés vers la déroute et ils n'en devenaient que plus durs. Les plus grands dégâts qu'il y a eu d'arrestation, de résistance, ça c'était vraiment vers la fin, quoi. Il y a eu des convois qui sont partis pour Auschwitz la veille de la libération. Vraiment. À la mi-août, plus de 3000 déportés quittent encore Paris, entassés dans des wagons à bestiaux comme ceux-là. Destination, les camps de concentration. La moitié y mourront. Rue des Saussets, au siège de la Gestapo, Madeleine Riffaut, qui a été arrêtée fin juillet, vit des heures terribles. Il m'avait attaché, et moi je restais attaché plus de 15 jours, comme ça, à une chaise. Devant moi, il faisait défiler les tortures qu'ils infligeaient à des personnes qui étaient évidemment des résistants. Ça hurlait de tous les côtés. On voyait des corps traînés par les pieds dans le couloir pour aller d'une pièce à l'autre. Pour la faire parler, les Allemands l'obligent à assister à une scène insoutenable. Il m'amène à un gamin qui pouvait avoir combien? 14, 15 ans. Et puis, on commence à le torturer devant moi. Il commence à lui briser les gros os, les os des membres, les fémurs, tout ça. Il commence à lui casser les os. Il y avait un cheveu qui m'appelait Madame, lui aussi, et il venait me dire, Madame, vous n'aimez pas les enfants. Vous n'aimez pas les enfants. Enfin, ce gamin, vous n'avez qu'un mot à dire. On arrête. C'est à cause de vous qu'on lui fait souffrir. La résistante ne donne aucune information sur son réseau. Heureusement pour elle, la fin du calvaire est proche. Car malgré la radicalisation de la violence, les occupants ne peuvent plus cacher leurs difficultés. Les Parisiens, qui vivent près des bâtiments occupés par les Allemands, assistent à un drôle de spectacle. Le déménagement des bureaux dès le 11 août. Dans le même temps, les troupes qui fuient la Normandie traversent la capitale à toute allure. On les voyait partir avec des voitures. Ceux qui arrivaient du front de Normandie,
Les voitures étaient camouflées avec des branches d'arbres et tout. Quand on a vu la débâcle des troupes allemandes, il est évident qu'on sentait que c'était la fin, quoi, hein, que les frisés, qu'ils allaient partir, quoi. Dans la caserne où il vit, Jean Thieblemont assiste à une scène qui en dit long sur le moral des troupes allemandes. Il y a une chose qui a été remarquable, c'est qu'il y a un soldat allemand, toujours avant la libération, il est venu se rendre à la caserne. Je le revois, là, il est arrivé avec son fusil et tout, il a tapé à la porte de la caserne, il a dit bon, ben, je veux me rendre, hein, largement avant que se déclenche l'insurrection. Hein. Un Allemand qui se rend à la gendarmerie française alors que Paris est toujours occupé, cela donne une idée de la démoralisation d'une partie des occupants. En outre, les signaux encourageants de ce genre se multiplient. Il suffit d'un rien pour que le peuple s'enflamme. L'étincelle qui déclenche tout, le 19 août, va partir de là où l'on s'y attend le moins, la préfecture de police. Depuis le 15 août, la tension monte dans la ville. Les Allemands avaient avancé l'heure du couvre-feu. Le couvre-feu, je crois qu'il était fixé à 10 h, et là, il était avancé à 8 h. Il n'y avait plus rien ne marchait. Le métro s'était mis en grève, la police s'était mise en grève, on ne voyait plus un uniforme de policier. À l'époque, Louis Vanini a 18 ans. Il est en terminale, section philosophie et sciences au lycée Saint-Louis, dans le 6e arrondissement. Il vit au 10 rue du Cloître Notre-Dame, sur l'île de la Cité. Et il est aux premières loges quand la révolte éclate. Le 19 août, c'était un vendredi au matin, et sur la place du Parvis Notre-Dame, il y avait un petit groupe de badauds qui s'étaient rassemblés là et qui se demandaient ce qui se passait. Moi, j'étais allé les rejoindre aussi, à tirer. Dès qu'il y a un peu de foule, on y va. Et puis, tout d'un coup, on a vu un bonhomme sur le toit qui courait, qui a hissé un drapeau tricolore. Alors là, pour nous, c'était vous savez, le ciel qui s'ouvre. Hein. On était tous là et spontanément, sans se connaître, on s'est mis à chanter la Marseillaise. Alors là, vraiment, vous savez, ça vous prend aux tripes. Les hommes que Louis a rejoints et qui chantent la Marseillaise dans un Paris toujours occupé sont des policiers en civil. Ils ont hissé le drapeau tricolore sur le toit de la préfecture de police, longtemps symbole de la collaboration. Vis-à-vis du public, c'est quoi un flic? C'est la visibilité de la collaboration. C'est eux qu'on voit arrêter des juifs, c'est eux qu'on voit boucler un quartier après un attentat, etc. Donc ils incarnent la visibilité concrète de la collaboration. Et que ces gens-là s'emparent de la caserne de la Cité, c'est-à-dire de la préfecture de police, au matin du 19 août. Ils mettent le drapeau tricolore, entonnent une Marseillaise vibrante, c'est le signe que tout a basculé. Les policiers sont les premiers à répondre aux appels à l'insurrection, placardés sur les murs dès la veille par les forces françaises de l'intérieur. Mais ils ont organisé seuls leur coup, prenant au dépourvu le comité parisien de libération, dirigé par le colonel Rolf Tanguy, le chef des FFI à Paris. Rolf Tanguy, qui est quand même le patron des FFI de Paris, eh bien, par hasard, passe vers 9h, 9h30, devant la caserne de la Cité. Il est en train de rouler en vélo juste à côté, avec dans sa sacoche toute une série d'affiches qu'il allait coller sur les murs, appelant à l'insurrection. Il ne comprend rien, il entend la Marseillaise, il voit un drapeau tricolore. Alors, comme personne ne le connaît, il a un mal fou à se faire reconnaître. Heureusement, un des policiers le reconnaît. Il entre dans la cour de la préfecture et il découvre que les policiers non seulement sont mis en grève, mais viennent de faire un coup de force en s'emparant de la préfecture de police. Un coup de force qui prend tout le monde de court, surtout les Allemands.
Le matin, les insurgés entrent dans le bâtiment sans aucun mal. Face à eux, des gardes mobiles en uniforme qui ne résistent pas et qui se joignent très vite au mouvement. C'est quelques heures plus tard que les choses se compliquent. Quand les Allemands comprennent ce qui se passe, ils envoient les premiers chars. Et vers midi, on a entendu les débuts de la fusillade. On regardait un peu ce qui se passait et on voyait des fenêtres de la préfecture des gens qui tiraient quand un camion allemand passait. Ils lui tiraient dessus, pam, 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 pam. C'était une pétarade de tous les diables. Face aux Allemands qui essaient de reprendre le bâtiment, il faut tenir. À l'intérieur, on boucle chaque issue. On se protège derrière des sacs de sable. Le bâtiment devient une forteresse. Et pour défendre leur prise, certains policiers vont payer le prix fort. Je vous montrerai la liste des policiers morts pour la libération de Paris. Vous savez, elle est assez importante. Hein. À l'époque, Pierre Revel a 5 ans. Des policiers qui participent à la libération de Paris, il en connaît au moins un. Son père, René Revel. C'était un père fantastique. Je me souviens d'un petit détail. Il était assis comme ça, et moi je montais derrière, là. Je passais par-dessus. Il me faisait passer par devant, et je recommençais, et ainsi de suite. Et il riait, et je riais. Et je me souviens quand il nettoyait son revolver, donc il défaisait toutes les pièces, il nettoyait tout ça. Je bâillais devant. C'est des trucs qui m'ont marqué. Pierre est fils unique. C'est l'enfant roi de la famille. Les Revel vivent alors rue de l'Abbé Groux, dans le 15e arrondissement, près du commissariat au travail René. Quand l'insurrection éclate le 19 août, le policier est parmi les premiers à se mobiliser. Ce jour-là, donc, mon père est parti avec d'autres collègues et ils ont été investir la préfecture de police. Une fois la cité conquise, il fallait empêcher les Allemands de s'approcher de la préfecture. Donc ils se sont éparpillés autour, un peu partout, donc mon père vers le Pont-Neuf. Posté sur le pont, René Revel et un collègue doivent empêcher tout véhicule ennemi d'approcher. Mais les deux hommes sont repérés par un milicien qui les désigne aux Allemands. Mon père, un peu coléreux, comme sanguin, disons, on pourrait dire, s'est levé de sa cachette et sorti son arme de service pour abattre ce milicien. Et en se levant, il a pris une rafale de mitraillette. Donc il a 2 balles dans la gorge qui lui ont sectionné la carotide. René Revel meurt sur le coup. Son collègue, blessé au ventre, s'en sortira. C'est son témoignage qui permettra à Pierre de reconstituer les dernières heures de son père. Aujourd'hui encore, sur le pont, une plaque rappelle cet épisode de la libération de Paris. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas de frère. Il devait en mettre un en route après la guerre. Un frère ou une sœur. Et puis voilà. Je suis fils unique. René Revel fait partie des 167 policiers tués pendant les combats. Des policiers dont l'engagement a été crucial dans l'insurrection. Ça donnait le coup d'envoi, si on peut le dire ainsi. C'est-à-dire que les plans de FFI, de Colonel Roll et les autres étaient déjà en place. La population était prête parce qu'elle attendait l'arrivée des Alliés. En fait, ça allait prendre quelques jours de plus, mais tout le monde attendait que ça commence. En quelques heures, la nouvelle de la prise de la préfecture fait le tour de Paris. Encouragés par l'initiative des policiers, les résistants restés dans l'ombre sortent enfin leurs brassards. Dans la journée du 19, des drapeaux fleurissent sur des mairies d'arrondissement, certains ministères et même à Notre-Dame. La guérilla urbaine s'amorce. Patriotes,
Courageux ou inconscients, des Parisiens prennent les armes et descendent dans la rue, avec la ferme intention d'en découdre. Quand on est jeune, on est peut-être plus excité, alors je pensais à plus tenir en place. Je voulais, moi aussi, faire quelque chose. Vous savez, quand on a 18 ans et que ça remue, on a envie d'y intégrer. Oui, il y avait un risque. Bon, vous êtes pris. Bon, je l'ai pris, mais c'est tout. Le 19 août, l'insurrection est lancée. Elle est partie du cœur de Paris, sur l'île de la Cité. Pour les Parisiens qui veulent en être, c'est désormais le point névralgique à rejoindre. Je me dis, c'est le moment, maintenant, on va régler nos comptes maintenant. On va pouvoir s'expliquer. À l'époque, Charles Pégulu de Rovin a 18 ans et depuis plusieurs mois déjà, l'envie de faire quelque chose pour son pays le démange. Quand il apprend que les policiers se soulèvent, il part les rejoindre. Et pour ne pas se faire remarquer par les Allemands, le jeune Charles pense avoir trouvé une idée de génie. J'ai dit, je ne vais pas y aller en civil, il faut quand même que je me déguise, parce que j'ai tout Paris à traverser à pied, il n'y a pas de métro. Hein. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais m'habiller en ouvrier. J'avais acheté un bleu de travail, un beau bleu. Le pli du pantalon était marqué, j'étais vraiment l'ouvrier de luxe. J'avais un petit revolver, il était grand comme ça, il était mignon. Hein. J'ai dit, me voilà armé, et je mets ça dans la poche de mon bleu de travail, et me voilà parti. Déguisé en ouvrier, un revolver dans la poche, Charles Pégulu traverse une ville toujours occupée, sans réaliser les risques insensés qu'il prend. Des risques qui ont failli coûter très cher à Roger Grenier. Le résistant, lui aussi, s'est mis en tête de gagner l'île de la Cité, mais en route, il va connaître la peur de sa vie. J'ai pris mon appareil photo, puis je suis parti dans les rues de Paris. Et c'est comme ça que je me suis fait attraper par les Allemands, là, boulevard Saint-Germain. Il y avait des chars tout le long du boulevard, des mitrailleuses en position sur tous les trottoirs. D'un coup, il y a un Allemand qui a repéré mon appareil photo sous ma veste. Il crie, toutes les armes du boulevard se concentrent sur moi. Et il y en a un qui me prend avec sa mitraillette, qui me pousse avec sa mitraillette, la mitraillette dans le dos, contre un mur. J'attendais qu'il tire. Dans le journal de bord, qu'il tient à l'époque sur du papier à en-tête allemand récupéré dans un bureau, Roger Grenier écrit ce qu'il ressent précisément à ce moment-là. J'ai eu la certitude que c'était fini. Mais tout en restant très attentif, je pensais au fond de moi que je n'avais rien fait de bon encore dans la vie. Et je me suis dit mentalement le mot « déjà ». C'était pas la peur de la mort, c'était la colère au fond de dire bon, ça y est, ma vie est finie, j'ai rien fichu de toute ma vie, puis c'est déjà fini. Bon. Ce qui lui arrive ensuite, Roger Grenier a toujours du mal à se l'expliquer. J'ai été sauvé parce que il y avait deux vieux qui étaient sur le pas de la porte, qui regardaient ça tranquillement et qui se sont mis à parler en allemand. Je me demande d'ailleurs si ces personnes n'étaient pas des concierges de l'ambassade d'Allemagne. Moi, je ne sais pas un mot d'allemand, je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Et pourtant, mon sort dépendait de cette conversation. Et j'étais toujours le nez collé contre un mur avec une mitraillette dans le dos. Et au bout d'un moment, j'ai cru comprendre qu'on me faisait signe de partir. Alors j'ai fait un pas, puis un autre. Puis, bon, qu'est-ce que je risque après tout, ou quoi, j'en suis. Et puis on m'a laissé partir. Alors que le jeune homme vient d'échapper de justesse à la mort, à l'autre bout de Paris, Louis Vanini, qui a assisté au début du soulèvement, essaie de s'impliquer à sa façon. J'ai approché un copain qui m'a dit, j'ai dit, mais écoute, il faut me refiler un fusil ou quelque chose. Il m'a dit, il faut aller le prendre aux Allemands. J'ai dit oui, dis donc, c'est plus facile à dire qu'à faire. Tu crois qu'il va me le donner gentiment sur un plateau d'argent? Alors du coup, je suis allé du côté de la Croix-Rouge. Avec un casque prêté par un voisin et une chemise en guise de blouse blanche, le lycéen s'improvise brancardier pour la Croix-Rouge. Et il n'est
n'est pas le seul. Pendant toute la semaine des combats, des centaines de personnes interviennent dans la rue, sous les balles, au péril de leur vie, pour évacuer les blessés et les morts, quel que soit leur camp. Et ce que Louis Vanini constate très vite, c'est qu'il y a beaucoup plus de victimes du côté allemand. Les Allemands, vous savez, on ne les secourait pas, ils étaient rétamés. C'était du tir en lapin. Le type qui était pris dans une pétarade, il ne s'en sortait pas. Il y avait des barricades, ou bien les gens tiraient des fenêtres, ils n'avaient aucune chance. Donc on les ramassait et c'était fini. On les donnait le soir à un camion qui passait. Des convois ennemis attaqués à la grenade. Des soldats en flammes. Pour les Allemands, Paris devient une souricière mortelle. Depuis l'hôtel Meurice où il réside, le général von Choltitz ne parvient pas à défendre la ville comme Hitler le lui a demandé. Les Allemands sont pourtant encore plusieurs milliers à Paris. Ils sont bien équipés, mais très peu sont vraiment prêts à se battre. Beaucoup sont âgés, beaucoup sont des administratifs, des intellectuels, ce sont des gens qui ne se sont jamais battus. On leur donne un fusil, ils savent pas trop. Enfin, ils savent s'en servir, mais peu de troupes aguerris et de combattants. Pour vraiment mater la rébellion, pour vraiment intimider la population, les Allemands ont eu besoin de beaucoup plus de soldats, des soldats féroces, qui étaient prêts à perdre leur vie pour Hitler. Alors à ce moment-là, ils n'avaient pas. Rassurés par l'absence de réaction massive des Allemands, le 20 août, un groupe d'insurgés s'empare d'un bâtiment symbolique, l'hôtel de ville. Parmi eux, Charles Pégulu de Rovin. Ils étaient de 5 h du matin, je crois à peu près. Il n'y avait personne. Et peut-être un ou deux gardiens qui tout de suite avec nous. Pas d'histoire. Heureusement d'ailleurs, parce qu'ils seraient fâchés. Je sais pas ce qu'on aurait fait, on n'était pas tellement armés. Dans les bureaux de l'hôtel de ville, le jeune Charles, qui a troqué son petit pistolet contre une mitraillette, s'improvise garde du corps. Très vite, son groupe est rejoint par de nombreux résistants qui rêvent de révolution. Roger Grenier en fait partie. Mais quand il arrive dans l'après-midi, le climat est visiblement beaucoup plus tendu. Toute la journée, j'ai vu des véhicules détruits, des façades saccagées, des flaques d'essence et de sang, des morts. Il y a eu des moments où les chars ont attaqué l'hôtel de ville, ont tiré dessus. Il y a eu des moments très difficiles, on ne savait pas comment ça allait tourner. On avait peur en même temps. On se disait, bon, les Allemands peuvent arriver peut-être par les couloirs du métro. Pour anticiper une attaque par le métro qu'ils redoutent, les insurgés y envoient 2 des leurs, dont le jeune Charles Pégulu. La mission était de regarder si l'ennemi n'allait pas attaquer par les souterrains du métro. Alors ça veut dire que vous mettez dans le wagon de tête, puis vous restez là à regarder. J'aimerais autant vous dire que le métro, lumière tamisée, je ne sais pas si vous voyez l'ambiance, une rame de métro arrêtée, vide. Les souterrains, à droite et à gauche. Pas un bruit quand il y a une mouche volée. Les lumières qui sont en veilleuse. Croyez-moi, on se fait tout petit dans le métro. On bombe pas le torse. Heureusement pour lui, aucune attaque souterraine n'aura lieu. Les insurgés s'en sortent bien, mais ils ne pourront pas tenir longtemps sans renfort. Le problème, c'est que les Alliés qui continuent d'avancer n'ont toujours pas prévu de passer par Paris. À plus de 200 km de là, le 20 août, De Gaulle décide donc de se rendre auprès du général Eisenhower, qui commande les opérations. De Gaulle demande à Eisenhower d'envoyer
le 2e DB et les autres forces allaient aussi rapidement que possible vers Paris. Il semblerait que De Gaulle ait à la fois plaidé l'importance stratégique, nœud de communication, etc. de Paris, mais surtout le fait qu'il y avait une insurrection populaire, enfin que la ville s'était soulevée et qu'il fallait intervenir. Eisenhower est assez gêné parce que d'abord il aime assez bien De Gaulle et il ne peut pas accepter sa demande. Il ne peut pas donner l'ordre parce que leur objectif reste d'aller en Allemagne et non pas de libérer la France, libérer Paris. Ce n'est pas dans leur objectif immédiat. Mais pendant ce temps-là, à Paris, la situation se complique. Certains arrondissements, comme le 17e, tombent vite sous le contrôle des résistants. En revanche, les Allemands tiennent bon dans leur base de repli, vers l'Opéra ou au Sénat. Pour ajouter à la confusion, un cessez-le-feu a été négocié par une partie des résistants, mais il n'est pas du tout respecté. C'est plus que de la confusion. Il y a des tas d'endroits, on ne sait pas qu'il y a une trêve, il y a un problème terrible de transmission, il y a des initiatives privées, si j'ose dire, ou locales, hein. Il y a des gens qui obéissent, des gens qui n'obéissent pas. Ah non, ben c'est tout sauf une bataille bien ordonnée. À l'hôtel de ville, qui est devenu le centre des opérations, règne une ambiance surréaliste. Après sa nuit cauchemardesque dans le métro, Charles Pégulu, ici à droite, vit des heures beaucoup plus détendues. Le téléphone marchait très bien. Tous les jours, j'appelais ma sœur. Oui, tout va bien, ça va bien. Elle dit pas que je vais bien, ça va pas bien. Alors, bientôt, j'y viendrai, mais... On s'est beaucoup amusé, finalement, dans l'hôtel de ville. C'était dangereux, c'était héroïque-comique, disons. C'était tellement vivant, avec des jolies filles. Il y avait un copain qui était dans un coin, qui trafiquait une radio pour essayer d'attraper du jazz. On avait récupéré des sandwichs. Enfin bon, à la fin, on était 1200 dans l'hôtel de ville. Oui, une bonne ambiance. Mais dans le fond, on se demandait comment tout ça allait tourner. Les deux hommes ne se croisent pas. Il y a beaucoup de monde à l'hôtel de ville, mais pas assez d'armes ni de munitions. Certains, comme cette femme, se servent directement sur l'ennemi. D'autres trouvent des moyens beaucoup moins risqués pour s'armer. Je pose mon revolver sur l'appui de la fenêtre et j'avais quelque chose à faire au fond de la pièce. Je reviens, le revolver avait disparu. Un autre l'avait fauché. Moi, le mieux armé, j'avais un chargeur et un autre dans mon ceinturon. Ce qui veut dire que ça fait 30 secondes de feu. 30 secondes, c'est pas beaucoup. C'est vite passé, hein. C'est pas comme ça qu'on fait la guerre, hein. En attendant les Alliés, les insurgés s'impatientent. Mais ce qui va jouer en leur faveur, c'est l'engagement du peuple derrière eux. Le lundi 21 août, la presse clandestine sort au grand jour. À la une des journaux, des appels aux barricades. Louis Vanini, le secouriste, les voit subitement pousser comme des champignons. Dans tout Paris, on s'est mis à faire des barricades. On commençait par entasser des sacs de sable, et puis après à dépaver les rues pour mettre des pavés, puis après à mettre tout ce qu'on trouvait, des vieux lits, des carcasses, des chariots, n'importe quoi. Puis de toute façon, il n'y a pas de révolution sans barricade, vous comprenez, ça fait partie du tableau. Leur objectif ? Empêcher la circulation des Allemands. On en comptera jusqu'à 600 dans la ville. Dans le 17e, Gilbert Larriaga, toujours avec sa caméra, immortalise ses constructions de fortune. Je filme tout ça partout, Batignolles, je déborde même jusque dans le 15e. Ça sent la révolution, la vraie, la commune, ça sent la commune. J'ai même vu une femme avec un casque allemand qui est là avec une pelle et qui est l'autre avec une scie. Et on voit l'arbre qui tombe, c'est prodigieux. Un autre qui part, il a dévissé sur Normand des Fronts, place de l'Opéra. Chacun veut sa part. Wow. Les pavés passent de main en main. Les femmes, les vieux, même les enfants participent.
Jean Thièblemont aussi, même s'il n'est alors que collégien. Ça, je me souviens, je me revois donc sur la fameuse barricade. On était 2 ou 3 gosses, on a dépavé un peu une partie de la rue. J'avais 14 ans. Hein. On est héros à 14 ans, il n'y a pas de problème. Hein. Je ne ferai plus maintenant, sûrement. Encore que. Ce Paris des barricades, c'est celui que découvre Madeleine Riffaut à sa libération. Certaine de ne pas sortir vivante du siège de la Gestapo rue des Saussets, la jeune femme en réchappe par miracle. Avec d'autres résistants, elle est échangée contre des prisonniers allemands et se joint immédiatement aux insurgés. C'était extraordinaire, pas seulement d'être libre de la prison, mais de pouvoir enfin lutter sans être clandestin. Paris était changé depuis que je l'avais quitté, malheureusement pour moi, où il était encore craintif, me semblait-il. J'avais le sentiment que toute personne rencontrée dans la rue, c'était un ami. Le 22 août, 4 jours après le début de l'insurrection, alors que le peuple est sur les barricades, l'état-major allié se décide enfin à envoyer des troupes sur Paris. Une mission confiée à la 2e division blindée du général Leclerc. Il n'y a pas d'autres troupes françaises, et donc le symbole est très fort. Ce sont des Français qui vont libérer Paris. C'est une sorte de politesse qu'a consenti Eisenhower. On envoie la 2e DB, un peu comme on laisserait aux Polonais ou aux Italiens libres l'honneur de libérer Rome ou de prendre des ponts sur le Rhin. Les hommes de la 2e DB mettront plus de 2 jours pour atteindre la capitale. En attendant, ils larguent par avion sur Paris des petits mots signés du général Leclerc. « Tenez bon, nous arrivons ». Mais à Paris, alors que certains sont en train de lutter pour la liberté, d'autres en profitent pour assouvir une soif de vengeance qui va tourner à la barbarie. Les gens étaient incapables de raisonner sainement. J'avais trop souffert, quoi. Il fallait que ça sorte. C'était de la haine excitée par tout ce qu'on leur avait dit, quoi. Et bien, vous voyez, un petit côté règlement de compte qui était pas beau. C'est l'aspect le plus sombre de la libération. Celui dont on parle le moins. Mais dès les premières heures du soulèvement, les scènes d'arrestation et d'humiliation se multiplient dans Paris. Première cible, les soldats allemands prisonniers. Dès le 2e jour de l'insurrection, Roger Grenier doit intervenir pour calmer la population qui s'acharne sur l'un d'eux. Dans le journal, qu'il tient scrupuleusement depuis le 19, il écrit « Il est très difficile d'empêcher les jeunes gens qui en capturent de les tuer. Je m'y suis employé une fois rue de Rivoli. Il a fallu insister avec la dernière énergie. » Ils étaient prêts à le lyncher. Il fallait qu'on intervienne, nous, pour le tirer d'affaire et le ramener comme prisonnier à l'hôtel de ville. Sinon, il aurait été massacré. Alors, il faisait que nous dire, pendant qu'on le tirait comme ça pour le ramener à l'hôtel de ville, il faisait dire « pas tuer, pas tuer ». Oui. On n'avait pas envie de le tuer. Des soldats exécutés par la foule, il y en aura. Impossible de savoir combien, mais sur ces images, rares témoignages filmés de cette épuration sauvage, 4 prisonniers sont molestés avant d'être exécutés froidement sur le bord d'un trottoir. Les soldats de la Wehrmacht ne sont pas les seules victimes du déchaînement de la population. Les femmes suspectées de collaboration horizontale, c'est-à-dire d'avoir eu des relations sexuelles avec l'occupant, sont tondues en pleine rue par une foule qui s'en donne à cœur joie. Quelques jours après la mort de son père sur le Pont-Neuf,
le jeune Pierre Revel, qui est alors pris en charge par des voisins, assiste à l'une de ces tontes, à quelques mètres de chez lui. Je me souviens d'une femme assise dans une poubelle et des gens qui lui tondaient les cheveux. Il y en a une qui avait une croix gammée peinte sur sa tête. Moi, j'en ai eu 5 ou 6 par là. Et après, elle circulait dans la foule et les gens la huaient, crachaient dessus, tapaient dessus. Enfin, il fallait presque quelqu'un pour écarter la foule, hein, parce qu'il l'aurait lâché, je suis sûr qu'il l'aurait lâché. Une scène violente qu'il perçoit alors avec ses yeux d'enfant de 5 ans. Ça m'a marqué, cette poubelle. Franchement, déjà c'était un symbole, la mettre dans la poubelle, ça veut dire c'est un déchet, quoi. Moi, je comprenais pas trop pourquoi ces dames-là, et qu'est-ce qu'elles avaient fait pour qu'on leur fasse ça, quoi. Hein. Puis c'est moche, en plus, une femme tondue. Même la plus belle des femmes, c'est moche. J'ai trouvé moche, mais je comprenais pas, c'est pas parce qu'elle est moche qu'on l'a tondue, enfin. Donc ça, je pouvais pas comprendre. Dans tous les arrondissements de Paris, des femmes sont ainsi jetées en pâture. Un spectacle que la foule met volontairement en scène. Avec sa caméra, Gilbert Larriaga, qui filme les combats, est sommé d'immortaliser l'humiliation publique. Poussé par la vindicte, poussé par le peuple qui tenait, qui disait « Allez, les femmes rasées, allez-y, on va raser les femmes ». Les gens s'approchaient de la caméra, m'ordonnaient même de faire des gros plans et d'y aller gaiement. Ce n'est pas moi qui m'approchais trop d'eux, c'est eux qui s'approchaient de moi. Je m'en serais bien passé. Dans le chaos et la confusion qui règne à Paris en cette fin août, toutes les dérives sont possibles. Occupé à ramasser les blessés sur les quais près de l'hôtel de ville, Louis Vanini va le constater de façon dramatique. Il y avait une période de calme, ça pétardait pas, et on voit une traction avant noire qui descend à toute vitesse sur la berge, qui s'arrête sous le pont-Marie. On entend un coup de revolver et hop, la voiture repart. On se dit, tiens, on va aller voir. On va voir sous le pont et on voit du sang sur le bord, comme ça. Et on demande, il y avait des mariniers à côté dans leur péniche qui nous disent, ben oui, ils ont flingué un type, là, ils ont tué un type. Alors on voyait rien, hein, mais ils nous ont dit, il est là. Ils nous ont prêté une gaffe et on a fait remonter le pauvre type. On l'a étalé par terre. Il avait une balle dans la tête. On l'a fouillé pour voir si on avait un papier d'identité ou quelque chose. Il n'avait rien sur lui. L'homme étant civil. Ce n'est donc pas un soldat allemand, mais bien un Français. C'est aujourd'hui la seule certitude de Louis Vanini. On n'a jamais su si c'était un bonhomme qui avait trahi quelque chose ou s'il était en désaccord avec les caïds du coin. Enfin, on n'a jamais su ce qu'il y avait eu. Hein. C'était le crime parfait, quoi. J'en ai jamais entendu parler depuis. Mais il y a eu d'autres cas comme ça. Vous savez, quand vous avez des armes qui se baladent partout, il se passe des choses. Pendant cette période, par dizaines, d'autres corps seront repêchés dans la Seine. Certains livreront leurs secrets et permettront de lever le voile sur l'un des épisodes les plus macabres de la libération de Paris. L'affaire de l'Institut dentaire. Quelques jours seulement après la fin des combats, au mois de septembre 1944, plusieurs dizaines de cadavres sont retrouvés dans la Seine. Comme le montrent les rapports de la police de l'époque, les victimes ont à chaque fois une ou plusieurs balles dans la nuque. Et les corps sont tous lestés d'un pavé de grès attaché au cou. L'enquête permet de faire le lien entre ces affaires et de remonter au même endroit dans le sud de Paris, à l'Institut dentaire, un centre de prévention dentaire pour les jeunes Parisiens avant la guerre.
Cet institut dentaire, pendant l'occupation, est devenu tout simplement un centre médical dentaire pour les Allemands. Et alors que les combats se terminent, vers le 23-24 août, des hommes escaladent les grilles et toute une escouade de FTP, francs-tireurs et partisans, s'installe à l'Institut dentaire et décide que ce sera un centre de répression pour les prisonniers, les collaborateurs, qu'on doit arrêter. Derrière les murs de ce bâtiment, commence alors un cauchemar pour les dizaines d'hommes et de femmes qui y sont conduits et séquestrés. Parmi eux, le père de Marie-Delphine Lévéder. On vit une période, disons, d'angoisse, d'incompréhension. À l'époque, Marie-Delphine, qu'on appelle Mimi, a 21 ans. Elle est étudiante en sciences à l'université de la Sorbonne. Louis Lévéder, son père, est un ancien député socialiste pacifiste, connu pour son anticommunisme. Quelques heures avant son arrestation, le 24 août, l'ambiance est plutôt à la fête chez les Lévéder. Ma sœur et moi, nous étions dans la petite salle à manger en train de préparer des petits drapeaux pour la libération de Paris. Toute la famille vit alors dans un appartement du 15e arrondissement. Après une soirée très calme, une fusillade éclate en plein milieu de la nuit dans la rue. Quelques minutes plus tard, on frappe à la porte des Lévéder. J'ai ouvert la porte et j'ai vu 3 ou 4 Allemands se précipiter dans l'appartement, dont un qui s'est écroulé, blessé. Le concierge m'a dit « J'ai dit de venir chez vous, car je sais que monsieur Lévéder parle anglais et allemand. » Pour la famille Lévéder, c'est le début d'une longue soirée. Après les Allemands, un groupe de résistants communistes FTP débarque dans l'appartement. Ils viennent arrêter les soldats blessés, mais s'intéressent aussi de près à Louis Lévéder. L'un a dit, en se tournant vers mon père, « Comment vous appelez-vous » Et mon père a dit « Lévéder ». « Ah oui, Lévéder, l'ennemi des communistes, on vous connaît, emmenez-le. » Et j'ai dit à mon père « Prends ton par-dessus ». Et le FTP a dit « Là où il va, il n'en a pas besoin. » Et mon père a disparu. Ce qui se passe ensuite, Marie Lévéder le découvre plus tard, en lisant ce cahier d'écolier écrit par son père à son retour. Après son arrestation, Louis Lévéder est emmené à l'Institut dentaire et enfermé ici, dans cette grande salle de conférence où s'entassent des dizaines d'autres personnes. À chaque instant, on voit arriver de nouveaux détenus, avec la figure en sang et les lèvres tuméfiées. Trace d'un sérieux passage à tabac. Régulièrement, les FTP viennent insulter le pauvre troupeau que nous sommes. Avec lui, des collaborateurs, des personnes suspectées de marché noir, mais aussi des victimes de lâches dénonciations. Quand on suit la vox populi, évidemment, les gens veulent se débarrasser d'un voisin. Une concierge dénonce un voisin qui ne s'essuie pas les pieds dans l'escalier. Une famille dénonce une voisine parce qu'elle recevait des Allemands. En tout cas, elle mangeait, elle faisait ripaille, etc. Il faut bien comprendre que la libération de Paris, c'est aussi l'occasion, hélas, de régler un certain nombre de comptes. Quant à Louis Lévéder, c'est son pédigré politique, de socialiste anticommuniste, qui ne plaît pas aux résistants. Sous les yeux du député, ce petit groupe de FTP n'hésite pas à torturer et à tuer. Dans son cahier, Louis Lévéder décrit les scènes auxquelles il assiste. 2 hommes ont été fusillés ce matin. Une femme a été emmenée aussi par les gardes. Au moment d'être placée devant le peloton d'exécution, elle s'est sauvée en courant, folle de terreur. Ils l'ont abattue à coups de revolver.
Elle avait 23 ans et était enceinte de 4 mois. Ce sont les corps de victimes comme celle-là qui seront repêchés dans la Seine. Louis Lévédère s'en sort vivant, mais après son retour, il ne sera plus jamais le même. Moi, je vois qu'il est très malade et qu'il ne s'en remettra pas. Il n'a jamais réussi à évacuer les souvenirs de cette période. Il n'a jamais réussi, jamais. Mon père n'a fait ensuite que, disons, essayer de laisser passer le temps. Louis Lévédère meurt 2 ans plus tard, à l'âge de 47 ans. Quant aux responsables de cette épuration sauvage, ils ne seront pas vraiment inquiétés malgré le travail de la police. L'enquête de police, elle commence très tôt, dès le printemps 45, mais c'est une enquête quasi officieuse, car les policiers marchent sur des œufs, parce que tout le monde a bien compris que c'était à l'Institut dentaire, qu'à l'Institut dentaire sont des communistes, sont des FDP, sont des gens qui sont peut-être désormais élus, ministres, ou en tout cas qui ont des fonctions importantes, et donc on bouge pas. Le principal responsable des exactions, un certain René Santuc, est un cadre du Parti communiste. Identifié au début des années 50, il n'a jamais été jugé. Le bilan de l'Institut dentaire fait pourtant froid dans le dos. Sur les 140 personnes enfermées ici, 40 au moins ont été abattues en moins de 3 semaines. Qui aurait pu imaginer cela alors que Paris se libérait ? Le 23 août, 5 jours exactement après le début du soulèvement, les troupes du général Leclerc ne sont plus qu'à quelques kilomètres de la capitale. Hitler comprend que le sort de la ville est scellé. Il ordonne à von Choltitz de détruire Paris. Mais à part l'incendie du Grand Palais, la capitale ne devient pas un champ de ruines. Von Choltitz n'avait pas les soldats nécessaires pour mater la rébellion de la population. Il ne pouvait pas faire face à l'arrivée de la 2e DB et des Alliés parce qu'il n'y avait pas d'avions. Avant tout, il fallait des avions pour attaquer les colonnes alliées. Il n'en avait plus. C'était quelqu'un de militairement très faible qui ne pouvait ni défendre la ville, ni le détruire. Les Parisiens, qui ignorent tout de la situation réelle des Allemands, attendent impatiemment les soldats alliés. C'est chose faite, le 24 au soir. Quand on a vu arriver sur la place de Ville ce qu'on appelle la colonne drone, c'est-à-dire la 2e DB, moi personnellement je fais ouf. Parce que quand vous voyez des chars, vous voyez des Half-Track, des armements, des canons, ça fait sérieux. De joie, on s'est mis à décharger nos armes en tirant en l'air. Enfin bon, c'était la fiesta. Mais si elle n'était pas arrivée, qu'est-ce qu'on aurait pris? Car les Allemands ont encore de quoi tenir. Et ils se battent. Les affrontements les plus durs ont lieu le 25 août, autour des derniers bastions allemands. Surtout vers l'école militaire ou le Sénat. Les pertes allemandes avoisinent les 2000 hommes. Quant aux Alliés, ils en perdent près de 300. Dans l'après-midi, après un combat en forme de baroud d'honneur, von Choltitz se rend. Sous bonne escorte, il est conduit à la préfecture de police, puis à la gare Montparnasse. Devant le général Leclerc et Roll Tanguy, le chef des FFI à Paris, il signe la reddition. Partout dans la ville, les mêmes images de colonnes de prisonniers allemands. Des soldats à bout. Visiblement résignés. La bataille de Paris
Paris est pratiquement fini. Ce 25 août 1944, pour la première fois depuis 4 ans, le général de Gaulle revient dans la capitale. Dans la soirée, depuis l'hôtel de ville, il prononce alors son fameux discours. Paris, levez, debout, pour se libérer. Ah oui, je le revois avec ses grands bras. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé. Le Paris libéré. Libéré par lui-même, libéré par son peuple. Mais on prend feu, nous aussi, on y croit. Hein. On dit, ben oui, on est enfin libérés. Mais c'est nous qui l'avons fait, c'est nous les princes. Avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. Ça a été marquant, l'arrivée de cet homme qu'on n'avait jamais vu. Pour moi, j'ai vu enfin un chef français sortir du lot. Le sentiment que j'ai eu, c'était fini de rigoler. Hein. Maintenant, ça va être sérieux. Pendant plusieurs jours, les Parisiens ne boudent pas leur plaisir. Mais l'euphorie de la libération passée, la vie reprend son cours. Il faut du temps pour se remettre de 4 ans d'occupation. Le ravitaillement et les privations sont encore le lot de beaucoup. Le marché noir persiste et les transports en commun redémarrent lentement. La fête n'a pas duré longtemps. Mais pour les Parisiens qui ont vécu cette semaine d'insurrection, plus rien ne sera comme avant. Ces quelques jours du mois d'août 1944 ont marqué leur vie à jamais. Après la libération, Charles Pégulu s'est engagé dans la 2e DB. Avec le général Leclerc, il poussera jusqu'au bunker d'Hitler, au sud de l'Allemagne. Faute de pouvoir entrer dans l'armée, Madeleine Riffaut est devenue reporter de guerre, notamment en Algérie et au Vietnam. Jean Thièblemont, le Gavroche des barricades, a d'abord été policier comme son père, avant de faire carrière dans la fonction publique, notamment comme préfet. Une fois le bac en poche, Louis Vanini a opté pour la diplomatie. Il a fait le tour du monde comme consul de France. Après la mort de son père, Pierre Revel est devenu pupille de la nation. Sa mère s'est remariée, mais elle n'a jamais eu d'autre enfant. Pierre est resté fils unique. Gilbert Lariaga, le jeune caméraman, est devenu l'un des grands réalisateurs de la télévision française dans les années 60. Marie Lévédère, la fille du député, a été recrutée comme ingénieure par une grande entreprise, un poste rarissime pour une femme dans les années 50. Roger Grenier n'a jamais publié son journal sur la Libération, mais il est devenu écrivain. Il est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages et à 94 ans, il vient de sortir un nouveau livre.